L'hiver de 1784 s'abattit avec une rigueur implacable sur la vallée de Bellevaux. Cette petite commune isolée du Jura français, levée entre les montagnes, comptait à peine 400 âmes. Les habitants, pour la plupart des paysans et des artisans, vivaient selon un rythme immuable, scandé par les saisons et les cloches de l'église Saint-Pierre. Les maisons de pierre aux toits de chaume se serraient autour du bâtiment religieux, comme pour se protéger du froid mordant qui descendait des sommets enneigés. Au sommet d'une colline qui surplombait le hameau, se dressait le manoir Velmont, une imposante demeure seigneuriale dont la silhouette austère se découpait contre le ciel plombé. Construite au début du siècle par le baron Armand de Velmont, cette bâtisse de pierre calcaire témoignait de la richesse et du pouvoir d'une famille noble qui avait prospéré grâce à ses terres et à ses forges. Les tours carrées aux fenêtres étroites, les murs épais, le portail de fer forgé orné des armoiries familiales, tout dans cette architecture imposait le respect et la crainte. Les Velmont avaient longtemps été des bienfaiteurs pour la région. Le vieux baron Armand, décédé en 1770, avait fait construire un pont sur la rivière Valserine, avait financé la réfection de l'église, avait même institué une distribution de pain aux pauvres chaque dimanche. Les paysans se souvenaient de lui comme d'un seigneur juste, certes strict, mais équitable dans l'administration de ses domaines. Son fils unique, Claude de Velmont, hérita du titre et des terres à l'âge de 32 ans. Claude était un homme d'apparence austère, au visage émacié encadré par des cheveux noirs qu'il portait attachés selon la mode de l'époque. De constitution fragile, il avait passé son enfance entre les murs du manoir, souffrant de fièvre récurrente qui avait inquiété ses parents. Sa mère était morte en couche lors d'une tentative désespérée de donner un frère ou une sœur à Claude, laissant le jeune garçon seul avec un père distant et préoccupé par ses affaires. Claude avait grandi dans la solitude, entouré de domestiques silencieux et de précepteurs sévères. Il avait développé un tempérament mélancolique, passant ses journées à lire des ouvrages de philosophie et de sciences naturelles dans la vaste bibliothèque familiale. À l'âge adulte, il montrait peu d'intérêt pour la gestion de ses domaines, préférant se retirer dans ses appartements pour poursuivre ses études solitaires. En 1776, à l'insistance de son père mourant qui souhaitait voir la lignée assurée, Claude accepta un mariage arrangé avec Élise Rousseau, fille d'un négociant lyonnais enrichi dans le commerce de la soie. Élise n'appartenait pas à la noblesse, mais sa dot considérable et les relations commerciales de sa famille avaient convaincu le vieux baron d'accepter cette union. Élise était une jeune femme de 20 ans au teint pâle et aux traits délicats. Ses grands yeux sombres exprimaient une tristesse profonde qui ne la quittait jamais. Elle avait grandi dans un environnement strict et religieux, élevée par une mère pieuse qui l'avait initiée très jeune aux pratiques dévotionnelles les plus rigoureuses. Élise passait des heures en prière, jeûnait fréquemment et manifestait une sensibilité exacerbée aux questions spirituelles. Le mariage fut célébré en grande pompe à Lyon, puis le jeune couple s'installa au manoir Velmont. Dès le début, l'union se révéla difficile. Claude, peu habitué à la présence féminine, se montrait distant et froid. Élise, de son côté, souffrait de la solitude et de l'isolement de cette demeure perdue dans les montagnes. Elle, qui avait vécu dans la ville animée de Lyon, se retrouvait prisonnière d'un château silencieux où le temps semblait suspendu. Les années passèrent sans que le couple ne parvienne à concevoir d'enfants. Cette stérilité apparente devint une source de tourment pour Élise, qui y voyait une punition divine. Elle intensifia ses pratiques religieuses, passant des nuits entières en prière dans la chapelle privée du manoir. Claude, plongé dans ses livres, ne remarquait guère la détérioration de l'état mental de son épouse. En 1780, après 4 années de mariage, Élise tomba enfin enceinte. La grossesse fut difficile, marquée par des malaises constants et des crises d'angoisse. Élise développa l'obsession que son enfant serait maudit, qu'elle portait en elle le fruit du péché. Elle consultait en secret des guérisseuses du village, réclamait des amulettes, des prières particulières,
Les domestiques murmuraient entre eux que la maîtresse perdait la raison. L'accouchement eut lieu en janvier 1781, par une nuit de tempête de neige. Pendant plus de 20 heures, Élise hurla dans les douleurs, tandis que la sage-femme du village et 2 servantes tentaient de l'assister. Claude, enfermé dans son cabinet, refusait de sortir, incapable de supporter les cris de sa femme. L'enfant naquit mort. Un petit garçon parfaitement formé, mais sans vie. La sage-femme, en examinant le nouveau-né, constata qu'il était décédé plusieurs jours avant l'accouchement. Élise avait porté un enfant mort pendant près d'1 semaine, sans que personne ne s'en aperçoive. Ce drame brisa définitivement l'esprit déjà fragile d'Élise. Dans les jours qui suivirent, elle refusa de quitter sa chambre. Elle réclamait son enfant, affirmait qu'on le lui avait volé, qu'il était vivant quelque part dans le manoir. Les domestiques la trouvaient parfois errant dans les couloirs la nuit, cherchant son bébé, appelant d'une voix plaintive. Claude, confronté à l'effondrement mental de son épouse, se trouva incapable de gérer la situation. Il fit venir un médecin de Besançon qui diagnostiqua une mélancolie profonde aggravée par le deuil. Le praticien prescrivit des saignées, des purges et recommanda l'isolement et le repos. Mais rien n'y fit. L'état d'Élise empirait de jour en jour. C'est alors qu'Élise découvrit, dans la bibliothèque du manoir, un ouvrage ancien qui allait sceller son destin et celui de nombreux innocents. Il s'agissait d'un grimoire datant du XVe siècle, relié de cuir noir, dont les pages jaunies décrivaient des rituels occultes et des pratiques alchimiques. Ce livre avait appartenu à un ancêtre éloigné des Velmont, réputé pour s'être adonné aux sciences hermétiques. Élise, dans son état de désespoir et de confusion mentale, se persuada que ce livre contenait la clé pour ramener son fils à la vie. Elle se mit à l'étudier avec une ferveur obsessionnelle, passant des journées entières à déchiffrer les textes en latin médiéval. Elle y trouva la description d'un rituel appelé « la voix des âmes perdues », censé permettre de rappeler un esprit défunt dans le monde des vivants. Le rituel exigeait des ingrédients particuliers, du sang d'animaux, des herbes récoltées à des moments précis du calendrier lunaire, et surtout, selon le texte, des offrandes d'innocence pure. Élise, dans son délire, interpréta ces mots d'une manière terrible. Il fallait sacrifier des enfants. Claude, de son côté, s'était enfoncé dans une dépression profonde après la mort de son fils. Il négligeait complètement la gestion de ses domaines, laissant son intendant prendre toutes les décisions. Il passait ses journées enfermé dans son cabinet, buvant du vin et lisant des ouvrages de philosophie sombres. C'est dans cet état de faiblesse morale et physique qu'il devint vulnérable à l'influence grandissante d'Élise. Car Élise avait découvert, dans le même grimoire, des recettes pour préparer des tisanes et des onguents à base de plantes toxiques. La belladone, la jusquiame, le datura, toutes ces herbes que l'on trouvait dans la région et que les paysans appelaient les herbes du diable. Ces plantes, correctement préparées, produisaient des visions, des hallucinations, des états de transe. Élise commença à préparer ses potions dans une petite pièce adjacente à sa chambre, transformée en laboratoire secret. Elle expérimentait sur elle-même d'abord, découvrant avec fascination les effets de ces substances. Elle voyait des lumières, entendait des voix, avait des visions de son fils qui l'appelait depuis un monde invisible. Puis, progressivement, elle se mit à administrer ses préparations à Claude, à son insu. Elle les mélangeait à son vin, à ses repas. Au début, Claude ne remarqua rien, attribuant ses étourdissements et ses étranges rêves à sa consommation excessive d'alcool. Mais peu à peu, alors que les doses augmentaient, il commença lui aussi à avoir des visions. Il voyait son fils, pâle et silencieux, debout au pied de son lit. Il entendait des pleurs d'enfants résonner dans les couloirs vides du manoir. Il percevait des présences invisibles, des ombres qui se déplaçaient dans la pénombre. Et lorsqu'il parlait de ses visions à Élise, celle-ci les confirmait, affirmant qu'elle aussi voyait et entendait ces choses. « C'est notre fils », lui disait-elle avec une certitude absolue. « Il nous appelle, il veut revenir. Mais nous devons l'aider, nous devons accomplir le rituel. »
Dans son état d'intoxication chronique et de fragilité mentale, Claude finit par croire au délire de sa femme. Le couple développa ainsi une folie partagée, un délire commun dans lequel leurs hallucinations individuelles se renforçaient mutuellement. Ils passaient des nuits entières à discuter des signes qu'ils recevaient, des messages que leur fils leur envoyait depuis l'au-delà. C'est en mars 1782, un an après la mort de leur enfant, qu'Élise déclara à Claude que le moment était venu d'accomplir le premier rituel. Elle avait tout préparé. Elle connaissait l'emplacement idéal. Un ancien puits abandonné dans les bois qui bordèrent le domaine, un puits que l'on disait hanté et que les paysans évitaient. « Il nous faut une offrande, dit-elle à Claude. Une âme pure, un enfant. C'est ce que le livre exige, c'est ce que notre fils réclame. » Claude, dans son état altéré de conscience, ne protesta pas. Il était devenu le prisonnier du délire de sa femme, incapable de distinguer la réalité du fantasme. Ensemble, ils commencèrent à planifier leur premier crime. Au village de Bellevaux, les habitants ne se doutaient de rien. Ils savaient que le seigneur et sa dame vivaient retirés depuis la mort de leur enfant, mais cela leur paraissait naturel. Le deuil était une chose sacrée, et personne n'aurait osé s'immiscer dans la vie privée des nobles. Les domestiques du manoir, eux, commençaient à percevoir que quelque chose n'allait pas. Ils remarquaient les comportements étranges du couple, les odeurs bizarres qui s'échappaient de la chambre de la maîtresse, les lueurs vacillantes qu'ils apercevaient parfois aux fenêtres tard dans la nuit. Mais dans la société rigide du XVIIIe siècle, les serviteurs ne parlaient pas. Ils baissaient des yeux, faisaient leur travail et gardaient le silence. C'est ainsi que le mal put s'installer insidieusement au manoir Velmont, sans que personne n'intervienne, sans que personne ne sonne l'alarme. Les Velmont s'enfonçaient chaque jour davantage dans leur folie partagée, se préparant à commettre l'impensable. Le village de Bellevaux, paisible et ignorant, allait bientôt connaître une série de tragédies qui marqueraient son histoire pour les siècles à venir. Car les Velmont, prisonniers de leurs hallucinations et de leurs délires toxiques, étaient sur le point de transformer leur demeure noble en un lieu de cauchemar et de mort. Et tout commencerait par la disparition d'un enfant lors d'une nuit sans lune d'avril 1782. Le printemps de 1782 s'annonça avec une douceur trompeuse. Les neiges fondaient rapidement, les ruisseaux débordaient et les premiers bourgeons apparaissaient sur les arbres. Les paysans de Bellevaux reprenaient leurs travaux des champs après le long hiver, labourant la terre encore humide, réparant les clôtures endommagées par le gel. C'est dans cette atmosphère de renouveau que survint la première disparition. La petite Marguerite Bonnet, fille de Jacques Bonnet, fermier au service des Velmont, s'évanouit dans la nature un soir d'avril. La fillette de 7 ans avait quitté la chaumière familiale pour aller chercher de l'eau au puits communal, distant d'une centaine de mètres. Elle ne revint jamais. Jacques Bonnet, inquiet après une heure d'attente, partit à sa recherche. Il trouva le seau abandonné près du puits, mais aucune trace de sa fille. Il alerta immédiatement les voisins. Toute la nuit, les hommes du village battirent la campagne à la lueur des torches, appelant Marguerite, fouillant les bois, interrogeant chaque habitant. En vain. Le curé de la paroisse, l'abbé Marchand, un homme d'une 60aine d'années au visage sévère mais au cœur compatissant, organisa des prières pour le retour de l'enfant. Les femmes du village se rassemblèrent à l'église Saint-Pierre, récitant des chapelets, implorant la protection divine. Pendant 3 jours, les recherches se poursuivirent sans résultat. On fouilla chaque grange, chaque cave, on dragua les points d'eau, on interrogea les voyageurs de passage. Marguerite Bonnet semblait s'être volatilisée. Le 4e jour, Claude de Velmont se présenta au domicile de Jacques Bonnet. Le seigneur, accompagné de son intendant, venait offrir ses condoléances et proposer son aide. Il mit à disposition ses domestiques pour poursuivre les recherches et promit une récompense à quiconque retrouverait l'enfant. Jacques Bonnet, le visage ravagé par le chagrin et l'insomnie, remercia son seigneur avec déférence. Il ne pouvait imaginer que l'homme qui se tenait devant lui, exprimant sa compassion d'une voix douce, était le responsable de la disparition de sa fille, car la nuit même de l'enlèvement, Claude et Élise avaient accompli leur premier rituel.
Élise avait repéré Marguerite depuis plusieurs semaines, observant ses habitudes, notant qu'elle se rendait seule au puits chaque soir. Le moment venu, elle s'était cachée près du point d'eau, dissimulée dans l'ombre. Quand la fillette s'était approchée, Élise avait surgi, un mouchoir imbibé d'une préparation soporifique pressé sur le visage de l'enfant. Marguerite s'était débattue quelques secondes avant de perdre connaissance. Claude attendait avec une charrette bâchée sur le chemin. Ils avaient transporté l'enfant endormi jusqu'au manoir, l'avaient descendu dans les caves, puis avaient attendu qu'elle se réveille. Quand Marguerite avait repris conscience, terrifiée, ne comprenant pas où elle se trouvait, Élise lui avait fait boire une tisane préparée avec du datura. L'enfant était entré dans un état de confusion hallucinatoire. Puis, à la nuit tombée, le couple l'avait emmené au puits abandonné. Le rituel avait été accompli selon les instructions du grimoire. Des bougies noires disposées en cercle, des incantations récitées en latin, du sang d'agneau versé sur la margelle. Et finalement, l'horreur. Marguerite, à demi consciente mais incapable de résister, avait été descendue dans le puits à l'aide d'une corde. « Notre fils te réclame », avait murmuré Élise en regardant la fillette terrifiée au fond du trou noir. Ton innocence ouvrira la porte entre les mondes. Puis ils avaient commencé à jeter de la terre, lentement, méthodiquement. Les cris étouffés de Marguerite résonnaient dans la nuit, mais le puits était situé suffisamment loin de toute habitation pour que personne ne les entende. Claude, les yeux vides, les gestes mécaniques, pelletait la terre comme un automate. Élise psalmodiait des prières incompréhensibles, convaincue que chaque pelletée rapprochait leur fils du monde des vivants. Quand tout fut terminé, le couple retourna au manoir. Ils se lavèrent, se changèrent, puis s'assirent dans leur salon comme si de rien n'était. Élise rayonnait d'une joie étrange. « Je le sens », disait-elle à Claude. « Notre fils est plus proche. Le rituel fonctionne. Mais il faut continuer. Une seule offrande ne suffit pas. Le livre est clair. Il en faut davantage. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » Claude, encore sous l'effet des drogues et prisonnier du délire partagé, acquiesça. Dans son esprit confus, il ne comprenait plus vraiment ce qu'il venait de faire. Il ne voyait pas une enfant assassinée, mais une offrande nécessaire, un sacrifice sacré pour ramener son fils. Les semaines passèrent. Le village de Bellevaux vécut dans l'angoisse. Les mères gardèrent leurs enfants près d'elles. On ne laissait plus les petits jouer dehors sans surveillance. Des rumeurs commencèrent à circuler. Certains parlaient de loups descendus des montagnes. D'autres évoquaient des brigands, des bohémiens de passage. Personne n'imaginait que le danger venait du manoir qui surplombait le village. En juin 1782, une deuxième disparition frappa Bellevaux. Le petit Pierre Arnaud, fils du forgeron, s'évapora. Alors qu'il gardait les oies au bord de la rivière, même scénario. L'enfant jouait seul quelques instants et soudain, plus personne. Les oies furent retrouvées errantes au bord de l'eau, mais Pierre avait disparu. Cette fois, la panique s'empara de la population. L'abbé Marchand écrivit à l'évêché de Besançon pour signaler ces événements inquiétants et demander conseil. Le prévôt de la maréchaussée, l'équivalent de la police de l'époque, se déplaça depuis Saint-Claude pour mener une enquête. Mais les moyens d'investigation étaient rudimentaires au XVIIIe siècle. On interrogea les villageois, on nota les témoignages, mais aucune piste concrète n'émergea. Les Velmont, de leur côté, continuaient leur œuvre macabre. Élise tenait un journal où elle consignait méticuleusement chaque rituel. Elle y décrivait les préparations, les phases lunaires, les prières récitées, les signes qu'elle croyait recevoir de son fils. Ce journal, découvert bien plus tard, révélerait l'ampleur de sa folie et la méthodologie terrifiante de ses crimes. Deuxième offrande accomplie lors de la pleine lune de juin, écrivait-elle d'une écriture soignée. L'enfant mâle, âgé de 8 années, préparé selon les rites, purifié par les herbes sacrées, son âme pure a été offerte au gardien du seuil. Cette nuit, j'ai vu notre fils plus clairement que jamais. Il tend les bras vers moi, il sourit. Encore quelques offrandes, et il pourra franchir le voile qui sépare les mondes.
Le journal révélait aussi les quantités croissantes de substances hallucinogènes qu'Élise et Claude consommaient. Les doses augmentaient à mesure que leur tolérance se développait. Ils vivaient dans un état permanent d'intoxication, ne distinguant plus le réel de l'imaginaire. Les domestiques du manoir rapportèrent plus tard qu'ils entendaient souvent le couple parler à des interlocuteurs invisibles, rire sans raison ou pleurer soudainement. En août 1782, 3 enfants disparurent en l'espace de 2 semaines. Le village sombra dans la terreur absolue. Les familles s'enfermaient dès la tombée de la nuit. Certains parlaient de démons, de malédictions divines. Le curé organisait des processions expiatoires, persuadé que les péchés de la communauté attiraient le châtiment céleste. Les autorités de Besançon dépêchèrent un lieutenant de maréchaussée avec une dizaine d'hommes. Des patrouilles furent organisées. Mais comment surveiller tous les chemins, tous les bois, tous les endroits isolés où un enfant pouvait être enlevé? Les moyens étaient dérisoires face à l'immensité de la tâche. Ce que personne ne savait, c'est que les Velmont n'agissaient pas qu'à Bellevaux. Profitant de leur déplacement pour gérer leurs affaires dans les villages voisins, ils enlevaient également des enfants dans un rayon de plusieurs lieues autour de leur domaine. À Morez, à Septmoncel, à Lajoux, des disparitions étaient signalées. Mais dans une époque où les communications étaient lentes et où chaque village vivait relativement isolé, personne ne faisait le lien entre tous ces événements. L'automne arriva, apportant avec lui les premières gelées. Les Velmont avaient déjà fait 12 victimes, 12 enfants enterrés vivants dans le puits maudit. Et pourtant, leur délire ne faiblissait pas. Au contraire, il s'amplifiait. « Le passage s'ouvre », écrivait Élise dans son journal. « Je le sens. La barrière entre les mondes s'amenuise. Notre fils est si proche maintenant. Ses mains froides effleurent les miennes dans mes visions. Sa voix murmure à mon oreille. Encore un peu. Encore quelques âmes innocentes, et il pourra revenir parmi nous. » Claude, de son côté, s'était complètement enfoncé dans la folie. Il ne gérait plus du tout ses domaines. Son intendant, un homme nommé Bertrand Mercier, avait pris toutes les décisions en main, gérant les fermes, collectant les redevances, s'occupant de tout. Claude passait ses journées enfermé dans le manoir, tantôt prostré dans un fauteuil, tantôt agité par des crises de délire où il voyait des hordes d'enfants fantomatiques danser autour de lui. Les domestiques commençaient à avoir peur. Plusieurs d'entre eux donnèrent leur démission, préférant perdre leur situation plutôt que de continuer à servir dans cette maison où régnait une atmosphère oppressante. Ceux qui restaient ne le faisaient que par nécessité financière, n'ayant nulle part où aller. Marie Blanc, la cuisinière du manoir depuis 20 ans, confia à sa sœur lors d'une visite au village. Il se passe des choses terribles là-haut. La maîtresse passe ses nuits dans une pièce fermée à clé, d'où s'échappent des odeurs de soufre et d'herbes brûlées. Le maître erre dans les couloirs en parlant tout seul. Ils ne prennent presque plus de repas normaux. Ils boivent des tisanes étranges qui leur donnent un regard de fou. J'ai peur, mais où irai-je ? Pourtant, malgré ces témoignages inquiétants, personne ne fit le rapprochement avec les disparitions d'enfants. Au XVIIIe siècle, la noblesse jouissait d'une impunité quasi totale. L'idée qu'un seigneur et sa dame puissent être responsables de crimes aussi abominables était tout simplement impensable pour les gens de l'époque. On cherchait les coupables parmi les vagabonds, les étrangers, les marginaux, jamais parmi l'aristocratie. C'est ce qui permit aux Velmont de continuer leur œuvre meurtrière pendant encore plusieurs années. Protégés par leur statut social, isolés dans leur manoir, vivant dans leur bulle délirante alimentée par les drogues, ils poursuivaient méthodiquement leur rituel. L'hiver 1782-1783 fut particulièrement rigoureux. La neige bloqua les chemins pendant des semaines. Le village de Bellevaux vécut au ralenti, chaque famille confinée chez elle. Les disparitions cessèrent pendant cette période, ce qui soulagea temporairement la population. Certains se persuadèrent que le coupable était parti, que le danger était écarté. Mais c'était une illusion. Les Velmont attendaient simplement que les conditions météorologiques s'améliorent. Élise passait ses mois d'hiver enfermée dans son laboratoire, préparant de nouvelles mixtures, relisant sans cesse son grimoire, planifiant les prochains rituels.
Claude, lui, sombrait de plus en plus profondément dans la démence. Il ne quittait presque plus ses appartements, refusant de voir qui que ce soit. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Quand le printemps 1783 revint, les enlèvements reprirent. Cette fois, Élise modifia légèrement sa méthode. Elle commença à cibler des enfants plus jeunes, entre 4 et 6 ans, qu'elle jugeait plus purs. Elle les attirait en se faisant passer pour une dame charitable, offrant des friandises, ou en prétendant avoir besoin d'aide pour retrouver un animal perdu. Les enfants, éduqués dans le respect absolu de la noblesse, ne se méfiaient pas de cette dame élégante qui leur parlait doucement. Ils la suivaient sans hésiter et disparaissaient à jamais. Entre le printemps 1783 et l'automne 1784, 14 autres enfants furent enlevés et tués. Le puits se remplissait de petits corps, empilés les uns sur les autres dans l'obscurité humide. Certains étaient morts rapidement, étouffés par la terre. D'autres avaient survécu plus longtemps, leurs mains grattant désespérément la paroi du puits, leurs cris s'affaiblissant progressivement jusqu'au silence final. Élise consignait tout dans son journal avec une précision clinique, comme s'il s'agissait d'expériences scientifiques. Elle notait l'âge des enfants, leur sexe, la phase de la lune, les conditions météorologiques. Elle décrivait leurs réactions aux drogues qu'elle leur administrait, le temps qu'ils mettaient à mourir, les visions qu'elle recevait après chaque rituel. 23e offrande, écrivait-elle en septembre 1784. Fillette de 5 années, cheveux blonds, yeux bleus, capturée près du moulin de la Joux, préparée selon les rites habituels. Le datura a produit l'effet escompté. Elle ne s'est pas débattue. Son âme s'est envolée paisiblement vers notre fils. Cette nuit, je l'ai entendu m'appeler. Il dit « Encore 3, mère, encore 3, et je reviendrai. Je dois obéir. Je dois accomplir sa volonté. » Le délire d'Élise avait atteint un point de non-retour. Elle était persuadée que son fils communiquait avec elle, qu'il lui donnait des instructions précises. Dans son esprit torturé par les drogues et la psychose, les enfants qu'elle tuait n'étaient pas des victimes, mais des offrandes nécessaires, des étapes vers la résurrection tant espérée. Claude, quant à lui, n'était plus qu'une ombre. Complètement dépendant des préparations d'Élise, il vivait dans un brouillard permanent. Il suivait sa femme comme un automate, exécutait ses ordres sans réfléchir, participait au rituel sans vraiment comprendre ce qu'il faisait. Les rares moments de lucidité qu'il connaissait encore étaient des cauchemars réveillés, où la conscience de ses actes le submergeait, le poussant au bord du suicide. Mais Élise veillait. Elle augmentait les doses de drogue dès qu'elle sentait Claude vaciller. Elle le maintenait prisonnier de leur folie partagée, refusant de le laisser échapper à leur délire commun. Les autorités, de leur côté, étaient dépassées. Le lieutenant de maréchaussée avait rédigé plusieurs rapports alarmants à ses supérieurs, mais les moyens mis à disposition restaient insuffisants. On parla même de faire appel à l'armée royale, mais un tel déploiement de force pour des disparitions d'enfants paysans était jugé disproportionné par les autorités de Versailles. La population vivait dans la peur et le désespoir. Plusieurs familles quittèrent la région, abandonnant leurs terres pour fuir ce qu'ils considéraient comme une malédiction. Les champs se vidaient, les fermes étaient abandonnées. Le village de Bellevaux, autrefois prospère, se transformait en un lieu de désolation. Et au sommet de la colline, le manoir Velmont dominait toujours le paysage, silencieux et sinistre, gardant ses terribles secrets derrière ses murs de pierre. L'hiver 1784-1785 fut marqué par un événement inattendu qui allait précipiter la découverte des crimes des Velmont. En décembre 1784, Claude de Velmont tomba gravement malade. Les années d'intoxication chronique avaient détruit son organisme. Il souffrait de fièvre violente, de convulsions, de délires encore plus intenses que d'habitude. Élise refusa dans un premier temps de faire venir un médecin, craignant que celui-ci ne découvre les drogues qu'elle administrait à son mari. Mais quand Claude commença à cracher du sang et que sa vie parut en danger, elle n'eut d'autre choix que d'appeler le docteur Henri Fontaine, médecin de Besançon réputé dans toute la région.
Le docteur Fontaine était un homme d'une cinquantaine d'années, formé à la faculté de médecine de Paris, partisan des nouvelles méthodes d'observation clinique. Contrairement à beaucoup de ses confrères qui se contentèrent de prescrire des saignées et des purges, Fontaine examinait attentivement ses patients et posait des questions précises. En examinant Claude, il fut immédiatement frappé par les symptômes présentés. Pupilles dilatées, confusion mentale, tremblements, hallucinations. Il reconnut les signes d'un empoisonnement chronique aux substances toxiques. Quand il interrogea Élise sur les habitudes alimentaires et médicales de son mari, celle-ci se troubla, donna des réponses incohérentes. Le docteur Fontaine exigea de voir tous les médicaments et préparations que Madame de Velmont administrait à son époux. Élise, prise de panique, refusa catégoriquement. Une dispute éclata. Le médecin menaça de prévenir les autorités. Élise, dans un accès de fureur, le chassa du manoir. Mais le docteur Fontaine n'était pas homme à se laisser intimider. De retour à Besançon, il rédigea un rapport détaillé à l'attention du procureur du roi, signalant ses soupçons d'empoisonnement au manoir Velmont. Il décrivait les symptômes observés chez Claude, les réactions suspectes d'Élise, l'atmosphère étrange qui régnait dans la demeure. Le procureur du roi, maître François Arnaud, prit l'affaire au sérieux. Il ordonna une enquête discrète sur la famille Velmont. Des témoignages furent recueillis auprès des anciens domestiques qui avaient quitté le manoir. Leurs récits, d'abord hésitants par crainte de représailles, devinrent plus précis quand on leur assura la protection des autorités. Marie Blanc, l'ancienne cuisinière, raconta les odeurs étranges, les comportements bizarres du couple, les nuits où elle entendait des chants incompréhensibles. Un valet nommé Jean Mercier évoqua les nombreuses sorties nocturnes des maîtres, toujours accompagnées d'une grande discrétion. Une femme de chambre, Louise Arnaud, mentionna la pièce fermée à clé où Madame de Velmont passait des heures et d'où s'échappaient parfois des fumées colorées. Ces témoignages, pris isolément, ne prouvaient rien. Mais le procureur Arnaud était un homme méthodique et intelligent. Il fit établir une chronologie des disparitions d'enfants dans la région et la compara aux déplacements connus des Velmont. Une corrélation troublante apparut. Plusieurs disparitions avaient eu lieu dans des villages où les Velmont s'étaient rendus peu de temps auparavant. Fort de ces éléments, le procureur Arnaud obtint du lieutenant général de Besançon une ordonnance de perquisition du manoir Velmont. C'était une décision exceptionnelle, car la noblesse bénéficiait normalement d'une quasi-immunité. Mais l'ampleur des disparitions et les soupçons d'empoisonnement justifiaient cette mesure extraordinaire. Le 15 mars 1785, à l'aube, une troupe de 20 hommes de la maréchaussée, accompagnée du procureur Arnaud et du docteur Fontaine, se présenta aux portes du manoir Velmont. Le portail fut enfoncé. Les hommes investirent la demeure. Ils trouvèrent Claude dans sa chambre, dans un état comateux. Élise, elle, était dans son laboratoire secret, entourée de fioles, de bocaux contenant des plantes séchées, de manuscrits et de grimoires. En voyant les hommes entrer, elle se mit à rire d'un rire hystérique. « Vous êtes trop tard !» hurla-t-elle. « L'œuvre est presque accomplie, mon fils revient, je l'entends, il est là !» Elle fut immédiatement maîtrisée et placée sous garde. Claude fut transporté dans une pièce sous surveillance médicale. Le docteur Fontaine entreprit immédiatement de le soigner, lui administrant des contrepoisons et des traitements pour éliminer les toxines de son organisme. Pendant ce temps, le procureur Arnaud et ses hommes fouillèrent méthodiquement le manoir. Ce qu'ils découvrirent les glaça d'horreur. Dans le laboratoire d'Élise, ils trouvèrent des dizaines de bocaux contenant des plantes toxiques soigneusement étiquetées. Belladone, Jusquiam, Datura, Aconite, Ciguë. Des mortiers et des pilons servaient à broyer ces substances. Des alambics distillaient des préparations mystérieuses. Plus troublant encore, ils découvrirent le journal d'Élise. 26 entrées décrivant en détail 26 rituels. 26 enfants. Le procureur Arnaud, en lisant ces pages, sentit son sang se glacer. Jamais, dans toute sa carrière de magistrat, il n'avait été confronté à une horreur pareille. Le grimoire médiéval fut également saisi.
Les experts consultés par la suite confirmèrent qu'il s'agissait d'un manuscrit authentique du XVe siècle, un ouvrage d'alchimie et d'occultisme mélangé à des rituels païens. Le livre décrivait effectivement un rituel appelé « la voix des âmes perdues », censé permettre de rappeler un défunt à la vie, mais le plus terrible restait à découvrir. Le journal d'Élise mentionnait un lieu sacré où les rituels étaient accomplis, un puits abandonné dans les bois. Les hommes de la maréchaussée, guidés par les indications du journal, se mirent en quête de cet endroit. Ils le trouvèrent le lendemain, après plusieurs heures de recherche. Un ancien puits d'irrigation, envahi par la végétation, situé à la limite des terres des Velmont. L'endroit était sinistre. Les arbres alentours semblaient morts, leurs branches nues et tordues. Une odeur pestilentielle flottait dans l'air. Le procureur Arnaud ordonna qu'on explore le puits. Des cordes furent installées, et un homme courageux, le brigadier Laurent Dupont, accepta de descendre. Équipé de torches et d'un masque imbibé de vinaigre pour supporter l'odeur, il s'enfonça dans les ténèbres du puits. Ce qu'il découvrit au fond dépassa toutes les horreurs imaginables. Des corps d'enfants, entassés les uns sur les autres, certains réduits à l'état de squelettes, d'autres encore reconnaissables malgré la décomposition. Les petites mains étaient crispées, comme s'ils avaient tenté de gratter les parois. Les visages, quand on pouvait encore les distinguer, exprimaient une terreur absolue. Le brigadier Dupont remonta en hurlant, le visage livide, incapable de parler tant il était bouleversé. Quand il parvint enfin à articuler ce qu'il avait vu, plusieurs hommes présents vomirent. Le procureur Arnaud, malgré son expérience des affaires criminelles, dut s'asseoir, les jambes coupées par l'émotion. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. L'extraction des corps prit 3 jours. Un à un, avec des précautions infinies et un respect que ces pauvres innocents méritaient, les 26 petites dépouilles furent remontées. Chaque fois qu'un corps émergeait du puits, les hommes présents ôtaient leurs chapeaux et priaient en silence. Les corps furent transportés à l'église Saint-Pierre de Bellevaux, où le curé Marchand organisa une chapelle ardente. Les familles furent convoquées pour identifier leurs enfants disparus. Ce furent des scènes de douleur indescriptibles. Des mères s'effondrant en reconnaissant les vêtements de leurs petits, des pères hurlant de rage et de désespoir, des frères et sœurs pleurant devant les restes de leurs cadets. Jacques Bonnet, le fermier dont la fille Marguerite avait été la première victime, reconnut la petite robe à fleurs qu'il avait lui-même achetée pour elle lors de la dernière foire. Il tomba à genoux devant le cercueil, sanglotant. « Ma petite, ma toute petite, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» La nouvelle de la découverte se répandit comme une traînée de poudre dans toute la région, puis dans toute la France. Les gazettes de Paris, de Lyon, de Marseille titrèrent en première page sur « L'affaire des Velmont, le puits maudit du Jura, les nobles assassins d'enfants ». L'opinion publique fut saisie d'horreur et de dégoût. Au manoir, Claude de Velmont commençait lentement à reprendre ses esprits. Sous les soins du docteur Fontaine, sevré progressivement des drogues qui l'empoisonnaient depuis des années, son esprit retrouvait une forme de lucidité. Et avec cette lucidité revenait la conscience de ses actes. Quand le procureur Arnaud l'interrogea pour la première fois, Claude était dans un état de choc profond. Il regardait ses mains comme s'il les voyait pour la première fois, murmurant « Ces mains ont jeté de la terre sur des enfants vivants. Comment est-ce possible ? Comment ai-je pu ?» Élise, de son côté, n'était jamais sortie de son délire. Enfermée dans une cellule de la prison de Besançon, elle continuait à parler à son fils mort, à réciter des incantations, à affirmer que le rituel était sur le point de réussir. Les médecins aliénistes qui l'examinèrent conclurent qu'elle souffrait d'une mélancolie délirante incurable, aggravée par l'intoxication chronique aux substances hallucinogènes. Mais la plus grande révélation devait encore venir. En fouillant plus profondément dans les archives familiales des Velmont, les enquêteurs découvrirent quelque chose de terrifiant. Ce n'était pas la première fois que cette famille était impliquée dans des crimes contre des enfants. En 1764,
Exactement 20 ans avant les crimes de Claude et Élise, un ancêtre de la famille, Augustin de Velmont, avait été jugé et condamné pour des faits similaires. Les actes du procès, conservés aux archives de Besançon, décrivaient comment Augustin avait enlevé et tué plusieurs enfants dans la région, prétendant accomplir des rituels occultes. Il avait été brûlé vif sur la place publique de Besançon. Cette découverte déclencha une vague de superstitions. Les gens parlèrent de malédiction familiale, de lignée maudite, de démons héréditaires. Le curé Marchand prêcha que la famille Velmont portait en elle la marque du malin, que Dieu punissait leurs péchés de génération en génération. Les scientifiques et les médecins de l'époque tentèrent d'apporter des explications plus rationnelles. Certains évoquèrent une tare héréditaire, une dégénérescence de la lignée nobiliaire causée par la consanguinité. D'autres parlèrent de mélancolie familiale, un tempérament sombre transmis de père en fils. Mais personne ne pouvait vraiment comprendre comment une telle horreur avait été possible, comment deux êtres humains, issus de familles respectables, éduqués, cultivés, avaient pu basculer dans une telle barbarie. Le procès s'ouvrit en juin 1785. La cour était présidée par le juge Henri Beaumont, magistrat royal réputé pour sa sévérité. La foule se pressa dans la salle d'audience et aux abords du tribunal. Des centaines de personnes voulaient voir de leurs yeux les monstres qui avaient commis ces crimes abominables. Claude de Velmont fut introduit le premier dans la salle. L'homme qui se présenta devant ses juges n'avait plus rien du noble altier d'autrefois. Amaigri, voûté, le visage creusé par la maladie et le remords, il ressemblait à un vieillard alors qu'il n'avait pas encore 40 ans. Il s'assit péniblement, les yeux baissés, incapable de regarder l'assistance. Élise Velmont arriva ensuite, enchaînée, entourée de gardes. Contrairement à son mari, elle marchait la tête haute, un sourire étrange aux lèvres. Quand elle passa devant les bancs où se tenaient les familles des victimes, elle murmura « Ils sont avec mon fils maintenant, ils sont heureux. Vous devriez me remercier. » Ces mots déclenchèrent un tumulte. Plusieurs hommes se jetèrent sur elle, hurlant des insultes et des menaces. Il fallut l'intervention de nombreux gardes pour rétablir l'ordre. Élise, totalement détachée de la réalité, continuait à sourire comme si elle assistait à une comédie. Le procès dura 3 semaines. Les témoignages se succédèrent. Les familles des victimes racontèrent la disparition de leurs enfants. Les anciens domestiques décrivirent l'atmosphère étrange du manoir. Le docteur Fontaine expliqua les effets des substances toxiques sur le cerveau et comment elles pouvaient provoquer des hallucinations et des délires. Le procureur Arnaud présenta le journal d'Élise comme pièce à conviction principale. La lecture de certains passages provoqua des réactions d'horreur dans l'assistance. Les descriptions cliniques et détachées des meurtres, la froideur avec laquelle Élise consignait ses crimes, tout cela révélait une absence totale d'humanité. La défense de Claude, assurée par maître Jean-Baptiste Legrand, avocat désigné d'office, plaida l'altération des facultés mentales. Il expliqua comment son client, homme de constitution fragile, avait été victime de l'empoisonnement systématique orchestré par son épouse. Il décrivit le phénomène de folie partagée, où une personne saine d'esprit peut être entraînée dans le délire d'une autre. Mais les arguments de la défense trouvèrent peu d'écho. L'opinion publique réclamait justice. Les familles des victimes exigeaient la peine maximale. Et la loi du royaume était claire, le meurtre d'enfants était un crime capital. Le verdict tomba le 3 juillet 1785. Le juge Henri Beaumont se leva pour prononcer le jugement. Un silence absolu régnait dans la salle d'audience. Les familles des victimes retenaient leur souffle. Claude de Velmont, les yeux fermés, tremblait de tous ses membres. Élise, elle, regardait le plafond avec un sourire béat, comme si elle assistait à une scène qui ne la concernait pas. « Au nom du roi », commença le juge d'une voix grave, et après avoir entendu tous les témoignages, examiné toutes les preuves et délibéré en conscience, la Cour a rendu son verdict concernant les accusés Claude de Velmont et Élise Velmont, née Rousseau. Il marqua une pause, consultant le document qu'il tenait dans ses mains. « Claude de Velmont, vous êtes reconnu coupable de l'enlèvement,
de la torture et du meurtre de 26 enfants. Les circonstances de ces crimes, leur préméditation, leur cruauté extrême, constituent des circonstances aggravantes que la Cour ne peut ignorer. Cependant, la Cour reconnaît que vous avez été victime d'un empoisonnement chronique qui a altéré votre jugement, et que vous manifestez aujourd'hui un repentir sincère. Claude releva la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. Néanmoins, poursuivit le juge, et sa voix se fit plus dure, ces circonstances atténuantes ne peuvent effacer l'horreur de vos actes. Vous avez participé activement à ces meurtres. Vous avez jeté de la terre sur des enfants vivants. Vous les avez entendus crier et supplier, et vous avez continué. La Cour vous condamne donc à être rompu vif sur la roue, puis étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuive. Votre corps sera ensuite exposé sur la place publique en signe d'infamie. Un murmure parcourut l'assistance. La roue était l'une des peines les plus terribles de l'Ancien Régime, réservée aux crimes les plus atroces. Le condamné était attaché sur une grande roue de charrette, et le bourreau lui brisait les membres à coups de barre de fer avant de l'étrangler. Claude s'effondra en sanglots. « Je mérite ce châtiment », parvint-il à articuler. « Je mérite 1000 morts pour ce que j'ai fait. » Le juge se tourna ensuite vers Élise. « Élise Velmont, née Rousseau, vous êtes reconnue coupable des mêmes chefs d'accusation. Vous êtes l'instigatrice de ces crimes abominables. C'est vous qui avez conçu le plan, qui avez empoisonné votre mari, qui avez enlevé ses enfants innocents. Les experts aliénistes ont attesté que vous souffrez d'une mélancolie délirante sévère, mais cela ne constitue pas une excuse aux yeux de la justice divine et humaine. » Élise éclata de rire, un rire aigu et déchirant qui glaça l'assistance. « Vous ne comprenez pas !» hurla-t-elle soudain. « Mon fils revient, je l'ai vu cette nuit, il est presque là, encore un peu, et... » « Silence !» tonna le juge. Mais Élise continuait à délirer, parlant de voix, de lumière, de portes qui s'ouvraient entre les mondes. 2 gardes durent la maîtriser pour la faire taire. « Élise Velmont, reprit le juge, quand le calme fut rétabli, la Cour vous condamne à être brûlée vive sur un bûcher, après avoir été préalablement étranglée par compassion. Votre corps sera réduit en cendres et dispersé aux 4 vents, afin qu'aucune sépulture chrétienne ne profane la terre bénie. De plus, poursuivit le juge, la Cour ordonne la confiscation de tous les biens de la famille Velmont au profit du trésor royal. Le manoir sera rasé jusqu'aux fondations et le terrain déclaré maudit. Nul ne pourra y construire ni y cultiver pendant 100 ans. Les armoiries de la famille Velmont seront détruites et leurs noms rayés du livre de la noblesse. Leur mémoire sera vouée à l'infamie pour les siècles à venir. C'était la sentence ultime, celle qui effaçait non seulement la vie des condamnés, mais aussi leur existence sociale et leur descendance. Les Velmont cesseraient d'exister en tant que famille noble. Les familles des victimes accueillirent ce verdict avec des sentiments mélangés. Certains pleuraient de soulagement, d'autres criaient leur approbation, quelques-uns restaient silencieux, le visage fermé. Aucun châtiment, aussi terrible fût-il, ne pourrait ramener leurs enfants. L'exécution fut fixée au 10 juillet 1785, soit une semaine après le procès. Ce délai permit aux condamnés de recevoir les derniers sacrements, comme le voulait la tradition. Claude accepta la visite du curé Marchand. Pendant plusieurs heures, dans sa cellule humide de la prison de Besançon, il se confessa. Il raconta tout, sa faiblesse, son incapacité à s'opposer à Élise, les années d'intoxication, les hallucinations, les meurtres. Le curé l'écouta sans l'interrompre, le visage grave. « Mon fils, dit finalement l'abbé Marchand, vos crimes sont abominables. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, peut pardonner même le pire des pécheurs s'il se repent sincèrement. Je crois que votre repentir est vrai. Je vais prier pour votre âme. » Il donna l'absolution à Claude, qui pleura comme un enfant. Pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose qui ressemblait à de la paix. Élise, en revanche, refusa de voir le curé. Elle continuait à vivre dans son délire, affirmant que son fils allait bientôt venir la libérer, que tout cela n'était qu'une épreuve envoyée par les forces mystiques qu'elle servait.
Les gardes rapportèrent qu'elle passait ses nuits à réciter des incantations incompréhensibles, traçant des symboles sur les murs de sa cellule avec ses ongles. Le jour de l'exécution arriva. Une foule immense s'était rassemblée sur la place principale de Besançon. Des milliers de personnes venues de toute la région pour assister au châtiment des Velmont. Des estrades avaient été dressées pour les notables et les autorités. Le bourreau, maître Jacques Sanson, membre de la célèbre famille des bourreaux de Paris, avait été spécialement mandaté pour cette exécution exceptionnelle. Claude fut amené le premier. Il marchait lentement, enchaîné, escorté par une troupe de gardes. La foule hurla des insultes et des malédictions. Des projectiles furent lancés. Claude ne réagit pas. Il gardait les yeux baissés, murmurant des prières. Sur l'échafaud, le bourreau lut à haute voix le jugement. Puis Claude fut déshabillé et attaché sur la grande roue de bois. La foule se tut, dans une attente morbide. Le supplice de la roue était conçu pour être long et douloureux. Le bourreau commença par briser les jambes de Claude à coups de barre de fer. Les os craquèrent avec un bruit sinistre. Claude hurla, puis ce furent les bras, les côtes. Chaque coup arrachait un cri. Les familles des victimes assistaient au supplice, les visages fermés. Certains se détournaient, incapables de regarder. D'autres fixaient la scène avec une satisfaction sombre, estimant que cette souffrance était une juste rétribution pour celles qu'avaient endurées leurs enfants. Après une trentaine de minutes de torture, Claude perdit connaissance. Le bourreau, selon la sentence, procéda alors à l'étranglement. Le corps brisé fut laissé exposé sur la roue, comme le prévoyait le jugement. Élise fut amenée ensuite. Elle ne semblait pas comprendre ce qui se passait. Elle souriait, regardant la foule avec bienveillance, comme si elle assistait à une fête organisée en son honneur. Quand elle vit le bûcher dressé au centre de la place, elle battit des mains. « Le feu purificateur !» s'exclama-t-elle. « C'est le signe. Le passage s'ouvre. Mon fils va venir me chercher dans les flammes. » Les gardes l'attachèrent au poteau. Le bourreau, conformément à la sentence qui accordait la compassion de l'étranglement préalable, passa la corde autour de son cou. Mais au moment où il allait serrer, Élise se mit à chanter, un chant étrange, dans une langue que personne ne reconnut, une mélopée aiguë et déchirante. Le bourreau hésita, troublé par cette voix qui semblait venir d'outre-tombe. Puis il serra. Le chant s'interrompit, le corps d'Élise s'affaissa, les fagots furent allumés, les flammes montèrent rapidement, enveloppant le bûcher. La foule regardait en silence, impressionnée malgré elle par l'horreur du spectacle. Certains se signaient, murmurant des prières pour éloigner le mal. Quand tout fut terminé, quand les deux condamnés n'étaient plus que des restes calcinés, la foule se dispersa lentement. Les gens rentraient chez eux en silence, marqués par ce qu'ils avaient vu. Les cendres d'Élise furent collectées et dispersées dans les 4 directions, comme l'avait ordonné le jugement. Le corps de Claude resta exposé sur la roue pendant 3 jours, puis fut descendu et enterré dans un coin du cimetière, réservé aux suppliciés, sans marque ni croix. Le manoir Velmont fut rasé dans les semaines qui suivirent. Une armée d'ouvriers démonta pierre par pierre cette demeure qui avait abrité tant d'horreurs. Les matériaux furent dispersés, vendus ou jetés, seules les fondations restèrent visibles, comme une cicatrice sur la colline. Le puits maudit fut comblé avec des tonnes de pierre et de terre. Une croix de fer fut plantée à cet endroit, portant une inscription en latin. Ici reposèrent 26 innocents. Que Dieu accueille leurs âmes, que leur mémoire soit une leçon pour les siècles à venir. Les 26 enfants furent enterrés dans le cimetière de Bellevaux, dans une section spéciale que la communauté fit aménager. 26 petites tombes alignées, chacune portant un nom et une date. Les familles s'étaient cotisées pour faire graver des pierres tombales décentes. L'abbé Marchand célébra une messe solennelle et tout le village y assista. Ces enfants, prêcha le curé les larmes aux yeux, ont été les victimes innocentes de la folie humaine. Leur martyre nous rappelle que le mal existe, qu'il peut se cacher sous les apparences les plus respectables. Mais leur mémoire nous rappelle aussi que l'innocence est sacrée,
que nous avons tous le devoir de protéger les plus faibles. Prions pour que de telles horreurs ne se reproduisent jamais. Dans les mois qui suivirent l'exécution, la vie reprit peu à peu son cours normal à Bellevaux. Les champs furent de nouveau cultivés. Les familles qui étaient parties revinrent progressivement. Mais le village ne fut plus jamais le même. L'innocence avait été perdue. La confiance avait été brisée. Les parents gardaient leurs enfants plus près d'eux. On ne laissait plus jamais un petit seul, même quelques minutes. Des règles strictes furent établies. Personne ne devait suivre un étranger, personne ne devait accepter de friandises ou de cadeaux de personnes inconnues. La peur s'était installée durablement dans les cœurs. Certaines familles ne se remirent jamais du deuil. Jacques Bonnet, le fermier qui avait perdu sa fille Marguerite, sombra dans la mélancolie. Il négligeait ses terres, passait ses journées assis devant la tombe de son enfant. Il mourut 2 ans plus tard, usé par le chagrin. Les gens disaient qu'il était mort de tristesse, que son cœur s'était brisé. D'autres trouvèrent dans la foi la force de continuer. L'abbé Marchand organisa des groupes de prière pour les familles endeuillées. Ces réunions hebdomadaires permirent aux parents de partager leur douleur, de se soutenir mutuellement. Lentement, très lentement, certains parvinrent à retrouver un semblant de paix intérieure. L'affaire Velmont eut des répercussions bien au-delà de Bellevaux. Dans toute la France, les gazettes parlèrent de cette tragédie. Des libelles et des pamphlets furent publiés, racontant l'histoire avec plus ou moins de fidélité aux faits. Certains y ajoutèrent des éléments fantastiques, parlant de pactes avec le diable, de messes noires, de sabbats. La vérité, déjà suffisamment terrible, fut embellie par l'imagination populaire. Des moralistes et des philosophes s'emparèrent de l'affaire pour illustrer leur thèse. Certains y voyaient la preuve de la dégénérescence de la noblesse, corrompue par ses privilèges et son isolement du peuple. D'autres dénonçaient les dangers de l'occultisme et des pratiques ésotériques. D'autres encore s'interrogeaient sur la nature du mal et sur les limites de la raison humaine. Jean-Jacques Rousseau lui-même, dans une lettre à un correspondant, mentionna brièvement l'affaire Velmont comme exemple de la manière dont l'isolement social et l'absence d'éducation morale pouvaient conduire aux pires abominations. Sur le plan judiciaire et médical, l'affaire suscita également des débats. Les médecins aliénistes s'interrogèrent sur le phénomène de folie partagée. Comment 2 personnes pouvaient-elles développer un délire commun aussi élaboré? Quel rôle jouaient les substances toxiques dans ce processus? Ces questions restèrent largement sans réponse à l'époque, la psychiatrie n'en étant qu'à ses balbutiements. Les juristes, quant à eux, débattirent de la question de la responsabilité pénale en cas d'altération des facultés mentales. Fallait-il punir quelqu'un qui agissait sous l'emprise de substances toxiques? Dans quelle mesure la folie constituait-elle une excuse? Ces débats préfiguraient les discussions qui auraient lieu au XIXe siècle sur la notion d'irresponsabilité pénale. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Les années passèrent, puis les décennies. L'affaire Velmont devint progressivement une légende locale, une histoire que les anciens racontaient aux jeunes pour les mettre en garde contre les dangers du monde. Mais contrairement à beaucoup de légendes qui s'embellissent et se déforment avec le temps, celle-ci restait ancrée dans une réalité documentée. Les archives judiciaires conservaient les procès-verbaux, les témoignages, le journal d'Élise. La mémoire ne pouvait s'effacer. En 1789, 4 ans seulement après l'exécution des Velmont, la Révolution française éclata. Dans le tumulte des événements qui bouleversèrent la France, l'histoire de Bellevaux sembla n'être qu'un fait divers ancien parmi tant d'autres horreurs que le pays allait connaître. La guillotine fit tomber des milliers de têtes, nobles ou roturiers. La violence se banalisa. Pourtant, à Bellevaux, la mémoire restait vive. Le cimetière où reposaient les 26 enfants devint un lieu de recueillement particulier.
Même pendant les périodes les plus anticléricales de la Révolution, quand les églises furent fermées et les prêtres pourchassés, les habitants continuèrent à entretenir ces tombes, à y déposer des fleurs, à y réciter des prières. En 1820, un historien local, Pierre Bertrand, entreprit de rassembler tous les documents concernant l'affaire Velmont. Il consulta les archives judiciaires, interrogea les derniers témoins encore vivants, étudia le journal d'Élise et les rapports médicaux. Son ouvrage, publié en 1823 sous le titre « Les crimes de Bellevaux », histoire véridique de l'affaire Velmont, devint une référence. Bertrand ne se contentait pas de rapporter les faits, il tentait d'analyser les causes de cette tragédie. Il identifiait plusieurs facteurs, l'isolement social du couple, aggravé par leur statut nobiliaire qui les coupait du reste de la population, le traumatisme psychologique de la perte de leur enfant, qui avait déclenché la psychose d'Élise, l'utilisation de substances hallucinogènes qui avaient amplifié et entretenu le délire, et enfin ce qu'il appelait la contagion de la folie, le processus par lequel Claude avait été entraîné dans le délire de sa femme. Il faut comprendre, écrivait Bertrand dans sa conclusion, que les Velmont n'étaient pas des monstres nés tels. C'étaient des êtres humains qui, par une conjonction tragique de circonstances, ont basculé dans l'horreur. Leur histoire doit nous servir de leçon. Elle nous rappelle que la folie peut frapper n'importe qui, que l'isolement et le désespoir peuvent conduire aux pires extrémités, et que nous devons rester vigilants face aux signes de détresse mentale chez nos semblables. Cette approche relativement compréhensive suscita des critiques. Beaucoup estimaient qu'il ne fallait voir dans les Velmont que de purs criminels, sans chercher à expliquer ou à excuser leurs actes. Mais d'autres, notamment dans les milieux médicaux et scientifiques naissants, reconnurent la valeur de cette analyse. En 1850, le docteur Jean-Martin Charcot, futur père de la neurologie française, mentionna l'affaire Velmont dans un cours sur les psychoses à deux, qu'il donnait à la Salpêtrière. Il présenta ce cas comme un exemple classique de folie partagée, aggravée par des facteurs toxicologiques. Ses élèves, fascinés, prirent des notes détaillées. L'affaire Velmont entrait dans les manuels de psychiatrie. À Bellevaux même, le temps avait fait son œuvre. La colline où s'élevait autrefois le manoir avait été laissée en friche pendant des décennies, comme l'avait ordonné le jugement de 1785. En 1885, exactement 100 ans après l'exécution, la restriction fut levée. La commune racheta le terrain et décida d'y créer un jardin public. Ce fut un geste symbolique fort. À l'endroit même où le mal avait prospéré, on allait faire pousser des fleurs et des arbres. Les enfants viendraient y jouer, les familles s'y promener. La vie reprendrait ses droits sur la mort. Le jardin fut inauguré en grande pompe en mai 1886. Un monument commémoratif y fut érigé, une stèle de marbre blanc portant les noms des 26 victimes et une inscription « À la mémoire des innocents disparus ». Que leurs souvenirs nous rappellent notre devoir de vigilance et de protection envers les plus faibles. 26 arbres furent plantés, un pour chaque enfant. On choisit des chênes, symbole de force et de pérennité. Ces arbres grandirent au fil des années, leurs branches s'étendant vers le ciel, leurs racines s'enfonçant profondément dans cette terre qui avait connu tant d'horreurs. Au tournant du XXe siècle, l'affaire Velmont connut un regain d'intérêt. Les criminologues de l'école positiviste italienne, menée par Cesare Lombroso, s'intéressèrent au cas. Ils tentèrent d'appliquer leur théorie sur le criminel né et la dégénérescence héréditaire à l'histoire de la famille Velmont. Lombroso lui-même écrivit un article sur ce qu'il appelait « la lignée criminelle des Velmont », établissant un lien entre Augustin de Velmont, exécuté en 1764, et Claude et Élise. Il y voyait la preuve de sa théorie selon laquelle la criminalité était héréditaire, transmise de génération en génération par des stigmates physiques et mentaux. Ces théories, aujourd'hui largement discréditées, eurent néanmoins une influence considérable à l'époque. Elles contribuèrent à faire de l'affaire Velmont un cas d'école dans l'histoire de la criminologie. Pendant la Première Guerre mondiale, le village de Bellevaux, comme tant d'autres en France, fut touché par le conflit. Beaucoup de jeunes hommes partirent au front et ne revinrent jamais.
La tragédie nationale fit passer au second plan les drames anciens. Mais le jardin commémoratif resta un lieu important pour la communauté. Les mères y venaient de prier non seulement pour les enfants du passé, mais aussi pour leurs fils partis à la guerre. En 1925, 140 ans après l'exécution des Velmont, un écrivain parisien, André Malraux, séjourna quelques jours à Bellevaux. Fasciné par l'histoire locale, il envisagea d'écrire un roman inspiré de l'affaire. Bien qu'il n'ait finalement jamais mené ce projet à terme, ses notes de voyage, retrouvées après sa mort, révélaient son intérêt pour ce qu'il appelait la mécanique de l'horreur ordinaire. « Ce qui me fascine dans l'affaire Velmont, écrivait Malraux, ce n'est pas tant la monstruosité des crimes que leur banalité. Ces gens n'étaient pas des démons. C'étaient des êtres ordinaires, fragiles, qui ont glissé progressivement dans la folie. Il n'y a pas eu un moment précis où ils sont devenus des monstres. Il y a eu une lente dérive, une accumulation de petites décisions, de petits renoncements à l'humanité. C'est cela qui est vraiment terrifiant, la facilité avec laquelle on peut basculer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Bellevaux fut occupé par les troupes allemandes. Le village vécut des heures sombres. Le jardin commémoratif fut négligé, faute d'entretien. Certains des chênes centenaires furent abattus pour le bois de chauffage. Mais après la libération, les habitants s'empressèrent de restaurer ce lieu de mémoire. De nouveaux arbres furent plantés pour remplacer ceux qui avaient été perdus. Dans les années 1950 et 1960, avec le développement du tourisme de montagne dans le Jura, Bellevaux commença à attirer des visiteurs. Certains venaient pour la beauté des paysages, d'autres par curiosité morbide, attirés par la légende noire du village. Les habitants avaient des sentiments partagés face à cette attention. Ils étaient fiers de leur histoire, de la manière dont leur communauté avait surmonté la tragédie, mais ils n'aimaient pas être réduits à ce seul événement. En 1978, un réalisateur de documentaires, François Millet, obtint l'autorisation de tourner un film sur l'affaire Velmont. Le documentaire, intitulé « Le puits maudit », fut diffusé sur la deuxième chaîne de télévision française et connut un grand succès. Pour la première fois, l'histoire était racontée à un public national, grâce aux médias télévisuels. Le documentaire était remarquablement équilibré. Il présentait les faits historiques avec rigueur, donnait la parole aux historiens et aux psychiatres, mais aussi aux descendants des victimes et aux habitants de Bellevaux. Il montrait comment une communauté pouvait être traumatisée par un événement et comment cette mémoire se transmettait de génération en génération. Suite à ce documentaire, plusieurs universitaires entreprirent de nouvelles recherches sur l'affaire. Des thèses furent consacrées aux aspects juridiques, médicaux, sociologiques du cas. L'affaire Velmont devint un sujet d'étude académique, analysé sous tous les angles. En 1985, exactement 200 ans après l'exécution, une grande cérémonie commémorative fut organisée à Bellevaux. Des représentants de l'État, des historiens, des psychiatres, des descendants des victimes se rassemblèrent dans le jardin. Un nouveau monument fut inauguré, plus sobre que l'ancien. Un simple cercle de pierre gravé des 26 noms, sans discours moralisateur, juste une présence silencieuse. Le maire de Bellevaux, dans son allocution, déclara « Nous ne commémorerons pas l'horreur, nous ne célébrons pas le mal. Nous honorons la mémoire de 26 innocents et nous rappelons notre responsabilité collective envers les plus vulnérables. Cette histoire appartient à notre passé, mais ses leçons restent d'actualité. » Dans les années suivantes, plusieurs livres furent publiés sur l'affaire, certains sérieux et documentés, d'autres plus sensationnalistes. Des romans s'en inspirèrent librement, ajoutant des éléments de fiction. L'affaire Velmont était devenue un mythe, avec tout ce que cela implique de déformation et de réinterprétation. En 2010, une équipe d'archéologues et d'anthropologues légistes obtint l'autorisation d'exhumer les restes des enfants pour une étude scientifique. L'objectif était d'utiliser les techniques modernes pour mieux comprendre les circonstances de leur mort. Les analyses confirmèrent ce que les rapports du XVIIIe siècle avaient établi. Ces enfants avaient été enterrés vivants.
Les traces de grattage sur certains ossements, la position recroquevillée des corps, tout témoignait de leur agonie. Mais les analyses révélèrent également autre chose. Des traces importantes de substances hallucinogènes dans les ossements, particulièrement dans les phalanges et les dents. Cela confirmait qu'Élise avait bien drogué ses victimes avant de les enterrer, probablement pour les rendre plus dociles ou pour qu'ils voient les visions qu'elle-même percevait. Les restes furent réinhumés après les analyses, dans une cérémonie sobre et respectueuse. L'Église catholique, qui avait longtemps considéré ces enfants comme de simples victimes, les reconnut officiellement comme martyrs de la folie humaine. Une plaque fut ajoutée dans l'église Saint-Pierre, portant leur nom et la mention « Priez pour eux ». Aujourd'hui, plus de 240 ans après les faits, l'affaire Velmont continue de fasciner et d'interroger. Le jardin commémoratif de Bellevaux est devenu un lieu de mémoire respecté. Les 26 chênes, maintenant centenaires pour certains, forment une voûte majestueuse. Leur ombre fraîche attire les visiteurs en été. Sous leurs branches, des bancs de pierre invitent au recueillement. Le village lui-même a su dépasser son histoire tragique sans l'oublier. Bellevaux est aujourd'hui une commune dynamique, connue pour ses paysages magnifiques, ses fromages, son artisanat. Mais elle reste aussi le village de l'affaire Velmont, et les habitants ont appris à vivre avec ce double héritage. Chaque année, le 15 mars, anniversaire de la perquisition au manoir, une cérémonie discrète est organisée au jardin. Les familles des descendants des victimes s'y retrouvent. Certaines viennent de loin, de Paris, de Lyon, de Marseille. Elles se rassemblent autour du cercle de pierre, déposent des fleurs, partagent un moment de silence. Ces cérémonies ne sont pas lugubres. Au contraire, elles célèbrent la vie, la résilience, la capacité humaine à surmonter les pires tragédies. Des enfants jouent entre les arbres pendant que les adultes se recueillent. C'est un message d'espoir. La vie continue, malgré tout. Les psychiatres et les criminologues continuent d'étudier l'affaire Velmont. Elle reste un cas fascinant de folie partagée, de délire toxique, de descente progressive dans l'horreur. Les étudiants en médecine, en psychologie, en droit, en histoire, tous rencontrent à un moment de leur cursus l'histoire de Claude et Élise Velmont. Que nous enseigne cette histoire, au final? Plusieurs choses, peut-être. D'abord, que le mal n'est pas toujours évident. Claude et Élise n'étaient pas des monstres dès le départ. C'étaient des êtres humains fragiles, brisés par un deuil, qui ont glissé progressivement dans la folie. Le mal s'est installé insidieusement, jour après jour, décision après décision. Ensuite, que l'isolement social est dangereux. Si les Velmont avaient été entourés, soutenus, suivis après la mort de leur enfant, peut-être que la tragédie aurait pu être évitée. Mais leur statut nobiliaire, leur retrait du monde, ont créé les conditions d'une dérive sans garde-fou. L'histoire nous rappelle aussi les dangers des substances toxiques. Les plantes hallucinogènes qu'utilisait Élise ont amplifié et entretenu son délire. Elles ont permis à Claude de basculer dans la folie partagée. Sans ces drogues, peut-être que la réalité aurait repris ses droits plus tôt. Enfin, et c'est peut-être la leçon la plus importante, cette histoire nous rappelle notre responsabilité collective. Les domestiques qui voyaient que quelque chose n'allait pas mais qui se taisaient par crainte ou par habitude. Les villageois qui remarquaient des choses étranges mais qui n'osaient pas questionner des nobles. Tous, par leur silence, ont permis que l'horreur continue. Aujourd'hui, nous savons qu'il faut parler, qu'il faut intervenir, qu'il ne faut jamais détourner les yeux face à des signes de détresse ou de danger, quel que soit le statut social de la personne concernée. L'affaire Velmont est une tragédie du XVIIIe siècle, mais ses échos résonnent encore aujourd'hui. Elle nous parle de notre condition humaine, de notre fragilité, de notre capacité au pire comme au meilleur. Elle nous rappelle que nous devons rester vigilants, attentifs, solidaires. Les 26 enfants de Bellevaux ne sont plus. Ils reposent sous les chênes centenaires, dans la terre qu'ils aimaient, mais leur mémoire demeure. Elle est gravée dans la pierre, inscrite dans les arbres, conservée dans les archives. Et tant que leur histoire sera racontée, tant que leur nom sera prononcé, tant que des visiteurs viendront se recueillir sous les chênes du jardin commémoratif,
leur mort n'aura pas été complètement vaine, car ils nous enseignent, par le témoignage involontaire de leur martyr, ce que nous ne devons jamais oublier, que l'innocence doit être protégée, que la folie doit être soignée, que le mal doit être combattu. En mémoire de Marguerite Pierre et des 24 autres enfants, dont les noms sont gravés dans la pierre du jardin de Bellevaux, qu'ils reposent en paix.